Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je suis la chargée de mission académique à l'égalité entre les filles et les garçons. Et cette année, au niveau du service académique, donc comme son nom l'indique, qui est d'information et d'orientation, on entend des craquements, c'est normal? Ça va? C'est pas trop gênant? Eh bien nous, on a décidé de mettre en avant la question donc du numérique pour tous et toutes. Vous me direz, qu'est-ce que c'est le numérique ? On ne sait pas ce qu'on met derrière. Moi, je peux vous dire, je tiens les chiffres de la fédération du numérique qui s'appelle Syntec Numérique. Vous allez avoir devant vous une partie des membres de cette fédération qui s'appelle les femmes du numérique. Elles se présenteront lorsque ça sera leur tour. Le chiffre brut que je peux vous livrer, qui m'a été donné fin 2014, c'est que pour les 10 années à venir, il y a 800 000 postes à pourvoir dans le numérique, tout secteur confondu. 800 000 postes, vous me direz, ça peut résoudre une partie des problèmes de chômage et ça peut réduire de façon assez importante le nombre de chômeurs et de chômeuses qu'il y a actuellement. Donc ça, c'était pour l'introduction. Donc, des postes à pourvoir dans les 10 années qui viennent, à différents niveaux, évidemment. Il y a en ce moment, en 2015, il y a eu 35 000 recrutements sur le secteur numérique. Et c'est le secteur qui est le premier recruteur et premier créateur d'emplois nets de cadres. C'est aussi le premier recruteur de jeunes diplômés sur des postes de cadres. Vous imaginez ce que ça peut donner dans la suite. Je peux vous donner également un autre chiffre. On peut faire un petit constat sur notre région Alsace, qui devient la région ACAL, qui est devenue la région ACAL d'ailleurs à partir du 1er janvier, hein, ça vous le savez. Mais en tout cas, les chiffres bruts de l'ancienne région Alsace, c'est que nous avions jusqu'à présent 12 000 informaticiennes et informaticiens, dont 23% seulement sont des femmes, contre 27% au chiffre national. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un quart des gens qui travaillent actuellement dans le numérique, il n'y a même pas un quart des personnes qui sont des femmes. Et pourtant, ils ont besoin de monde, ils ont besoin d'hommes, ils ont besoin de femmes, ils ont besoin de tout le monde pour tous ces 800 000 postes qui vont être là sur le terrain. Donc, de ces 12 000 informaticiennes et informaticiens, il y en a 28% qui ont moins de 30 ans, donc ça, c'est vous, là. C'est la génération qui va venir au boulot, là. 25%, ce sont des plus de 45 ans. Et sur cet ensemble, il y a quand même 93% des personnes qui sont en CDI. Et oui, ça existe encore, les CDI, 93%. Vous voulez un peu parler rémunération? La rémunération moyenne de quelqu'un qui est en brut annuel, pour quelqu'un qui est dans le numérique, hein, à un poste tout à fait moyen, 43 KE. 43 KE en moyenne. Et entre 27 et 30 KE quand on est un ou une jeune diplômée. Et il y a 800 projets de recrutement qui ont été faits en 2015 et ça va encore augmenter en 2016. Voilà. Moi, je vous ai posé le constat. Alors, je vous disais aussi qu'on a une pénurie tout court dans le secteur du numérique au niveau des gens qui se proposent pour ces secteurs-là. On a des formations très pointues dans les lycées, dans le post-bac, sur tous ces secteurs et sur tous ces métiers. Vraiment, il y a des choses qui sont prévues dans les lycées professionnels, en BTS, dans les écoles d'ingénieurs. Simplement, je crois que ce qui peut peut-être un petit peu pêcher, c'est que finalement, on s'est aperçu, en posant des questions, que si on demande aux gens c'est quoi le numérique, gros point d'interrogation, là, au milieu du front, on se dit mais qu'est-ce que... ça peut être quoi? Ça peut être l'utilisation d'un smartphone, ça peut être faire des projets dans une banque, ça peut être faire une grille de salaire, enfin je ne sais pas, il y a plein de choses. Et on s'est aperçu vraiment que les gens ne savent pas toujours mettre ce qu'il faut derrière ces métiers-là. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, ben moi je ne vais pas m'attarder au niveau de l'introduction, on s'est dit qu'aujourd'hui on va vous présenter une palette
des différentes choses qu'on peut faire, des différents métiers qu'on peut exercer dans ce secteur du numérique, parce que c'est divers, c'est varié. On peut s'y faire sa place et on peut aussi y faire ce qu'on aime. Et on peut aussi y être soi-même dans ce secteur-là. Donc moi, je passe la parole à monsieur et aux dames qui sont là et qui vont vous dire en quelques mots ce qu'ils ou elles font, comment, quel a été leur parcours, quelles sont leurs joies et leurs peines dans ce secteur et quelles perspectives ça ouvre pour l'avenir. Moi, je crois que c'est ça qui est important. Vous êtes là en train de faire des choix d'orientation, mais vous allez aussi faire des choix d'insertion. Ça va venir, ça. Donc, n'hésitez pas. Alors, s'il y a des choses qui vous paraissent obscures, moi, je vais circuler dans la salle. Vous me demandez la parole et puis vous posez votre question. Ça, on a le temps imparti pour ça et vous êtes là pour ça aussi. N'hésitez vraiment pas à vous renseigner. Donc, la parole, je commence par la droite. Vas-y, Sylvie. Bonjour, Sylvie Truong. Donc, j'ai 32 ans, donc toute jeune. Hein. J'ai l'impression d'être sortie des études alors que ça fait un moment. Donc moi, mon parcours scolaire, j'ai fait un bac S spé maths et à l'issue de mon bac, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que déjà, à l'époque, on était dans les années 2000 et l'informatique était en pleine évolution. C'était vraiment le bug de l'an 2000. Il fallait y aller. Donc je suis partie faire une école d'informatique, bac plus 5 à Paris qui s'appelle l'Epitech. Donc on était 5 filles pour 300 garçons. Je vous laisse imaginer la joie. Donc très sympa, je suis allée au bout des 5 ans. À l'issue de mes études, je me suis lancée dans le conseil informatique pour un cabinet de conseil qui s'appelle CSC. Donc j'étais spécialisée dans l'accompagnement de grands projets Internet. Donc j'ai travaillé sur le site Internet des caisses d'épargne. Je suis partie en Belgique chez ING. J'ai travaillé pour la GFIP. Et bon, 5 ans à vadrouiller partout en France m'a donné envie de me poser quelque part. J'ai choisi l'Alsace. Et voilà 5 ans que je suis à la Caisse d'épargne d'Alsace. Je suis actuellement responsable de la distribution multicanal, donc ça vous parle peut-être pas, mais en gros, je m'occupe de tout ce qui est innovation. Donc, par exemple, on a mis en place des tablettes numériques dans les agences caisses d'épargne pour pouvoir signer, la signature électronique à distance. Et donc, j'occupe aujourd'hui un poste de manager puisque j'ai une petite équipe de 3 personnes. Donc, vous voyez que en tant que femme et le numérique, ça va bien ensemble et ça peut même marcher dans le secteur bancaire. Voilà pour mon parcours. Bonjour, donc moi je suis Elodie Haïtz. En termes de parcours, j'ai suivi un cursus dit classique, dans le sens où j'ai fait un bac ES. J'ai ensuite suivi une prépa économique avant d'intégrer l'école de management Strasbourg. Et au bout de 2 ans d'école, après avoir suivi une année à l'étranger et puis une année généraliste, il a bien fallu que je me spécialise. Donc quand on se spécialise, c'est soit parce qu'on a une idée précise du métier qu'on veut faire, soit parce qu'on a une passion qui nous suit depuis très jeune, ou une vocation, et ce qui est mon cas, puisque depuis toute petite, j'adore les nouvelles technologies, j'adore l'innovation, et de ce fait-là, je me suis spécialisée en management des systèmes d'information et e-marketing, puisque le M Strasbourg offre une double compétence dans ce domaine-là. Et ce diplôme m'a permis en fait de bosser ensuite dans le digital, ce qui tombe bien. Mais alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est le digital? Alors pour ma part, ça s'est concrétisé par des postes dans le social media management et le community management. Alors tout ce que vous voyez, c'est marques qui communiquent et gèrent leurs relations clients sur Internet, sur les réseaux sociaux que je pense vous utilisez tous les jours, ou presque. Et j'ai pu m'épanouir comme ça dans ces domaines-là. Et il y a très peu de temps, je me suis dit, bon, les médias sociaux, c'est bien, c'était très à la mode à une époque, mais quand même, les nouvelles technologies, les systèmes d'information, j'y retournerai bien. Et j'ai eu aucune difficulté à me réorienter, pour ainsi dire. Et aujourd'hui, je suis Information Technology Development Leader chez Technologie Stratégique, qui est une société de conseil. Donc je suis passée des médias sociaux au système d'information, toujours dans le digital, donc sans difficulté. Et puis et je m'épanouis dans les deux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Yann. J'ai monté une première boîte qui s'appelle Novelis en 2005, qui est spécialisée dans le développement d'applications web. Et depuis 1 an, j'ai monté une nouvelle boîte, une deuxième boîte qui s'appelle Scalingo, qui est spécialisée dans le cloud computing. Apparemment, il faut dire qu'est-ce qu'on a fait comme études.
Alors, je vais le dire en fait, mais je peux déjà vous dire que ça n'a eu aucune importance sur mon parcours professionnel juste après, quoi. Donc, j'ai fait un bac S, j'ai fait un DESS, donc un Master 2, ça s'appelle aujourd'hui. Et juste après mes études, j'ai travaillé dans une start-up et j'ai commencé comme développeur, qui n'était pas du tout la formation que j'ai suivie. Donc, ce qui est un premier renseignement pour vous, c'est que une des réelles opportunités dans le numérique, c'est que vous avez la grande opportunité, et c'est comme ça depuis le début d'Internet, de vous former sans nécessairement apprendre des choses en cours, quoi. Néanmoins, il n'y a pas tout. J'ai appris des choses très très intéressantes à l'université, hein, comme apprendre à apprendre, comme ils aiment bien dire. Et c'est une capacité intéressante, quoi. Donc ça veut dire que comme j'ai monté des boîtes, j'ai deux métiers. Je suis à la fois développeur, donc j'écris du code, mais je suis aussi chef d'entreprise, donc je gère des gens, je fais la partie commerciale, je fais la partie communication, je gère les médias sociaux, donc j'ai embauché autant des femmes que des hommes, quoi. Puisque dans le numérique, ce qui est important, et je pense que c'est vraiment une tendance de fond dans notre industrie, on cherche les bonnes personnes. Peu importe qu'ils soient jaunes, blancs, noirs, femmes, handicapés, ça n'a strictement aucune importance, parce qu'on cherche des gens qui sont bons. Parce que la différence de productivité entre quelqu'un qui n'est pas bon et quelqu'un qui est bon, ça peut aller de 1 à 10 ou de 1 à 50. Et donc, c'est important aussi pour les gens qui vont dans la filière numérique d'avoir une bonne formation initiale, mais surtout en fait, de continuer à se former. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités, que ce soit en réel ou en virtuel, en fait, pour continuer à vous former tout au long de votre vie. Merci. Lina ? Oui, bonjour, Lina Trémisi. Donc, moi, j'ai 51 ans et je m'occupe d'innovation à la CTS, opérateur de transport que vous connaissez si vous prenez les bus ou les trams sur le territoire de l'Eurométropole. Donc moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai une formation d'école de commerce, je me suis reformée à l'université en sciences de l'éducation, j'ai un certificat d'assureur, mais ça, c'est pas très important. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut faire des choses que vous aimez et saisir des opportunités. Que vous soyez garçon, femme, quel que soit votre âge, aujourd'hui ou dans 10 ans, même si ça vous revient un jour. Et donc, on peut changer plusieurs fois de métier, on peut changer plusieurs fois de vie, on peut changer de ville. Mais si vous avez une compétence qui est dans un domaine où on recherche des gens, et le numérique est un de ces secteurs aujourd'hui qui recrute, eh bien, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et c'est un secteur où vous pouvez vous faire plaisir si vous aimez la comptabilité, si vous aimez le commercial, si vous aimez la techno, si vous aimez le marketing ou si vous aimez la communication. Et j'en oublie certainement. C'est-à-dire que ce secteur très dynamique regroupe de nombreuses entreprises qui offrent de belles perspectives d'emploi dans tous les secteurs de l'entreprise. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est travailler dans le numérique. C'est travailler aujourd'hui et c'est travailler demain. Et c'est peut-être travailler demain à Toulouse ou à l'étranger si vous maîtrisez bien d'autres langues. Donc c'est quelque chose qui reste le plus open, le plus ouvert possible. Et vous aurez en plus le droit de changer, d'aimer demain autre chose. Aujourd'hui le marketing et demain l'innovation, comme moi qui suis un peu geek par passion et qui aujourd'hui travaille dans l'innovation. Voilà, c'est un peu ça que j'avais envie de vous dire. Restez le plus ouvert possible et faites ce que vous aimez. Armelle, à toi. Alors bonjour à tous, je m'appelle Armelle Chassan. Donc déjà pour commencer, avant de vous parler de mon parcours, je vais revenir sur ce qui a été dit. Effectivement, ouvrez-vous et n'ayez pas peur de bouger. Donc moi j'ai d'abord fait un bac ES dans la région de Montpellier et le hasard a fait que je me suis retrouvée en Alsace pour faire un BTS communication. Donc BTS communication à Sainte-Clotilde, anecdote, qui s'est très bien passé. Et là, je me suis rendu compte que les compétences de chacun avaient vraiment quelque chose à apporter. Parce que dans ce BTS, on venait tous d'horizons différents. Moi, je venais d'un bac pro général, mais il y avait des bacs pro techniques, des bacs techniques, aussi bien que des bacs pro, aussi bien que des gens qui étaient passés par l'université, par l'IUT. Et on travaillait beaucoup par projet. Et là, on s'est rendu compte que vraiment, les compétences de chacun avaient quelque chose à apporter. Et au-delà de ça, le BTS m'a aussi appris que mettre en pratique ce qu'on voit en cours, c'est vraiment très important, que ce soit au niveau des stages ou même vous, simplement, aller toquer à la porte d'une entreprise et demander comment ça se passe vraiment.
Donc ce BTS a duré 2 ans. Suite à ça, j'ai fait une licence, une 3e année de licence commerce en alternance au CNAM Alsace. J'étais en alternance dans une agence de communication et quand je suis arrivée, j'étais chargée du commercial, mais on m'a aussi demandé de m'occuper de toute la stratégie digitale. Donc réseaux sociaux entre autres, mais aussi référencement, etc. Et là, problème, j'ai fait un BTS communication, mais les programmes n'évoluent pas assez vite. Je n'ai absolument pas vu de digital. Donc n'ayez vraiment pas peur d'apprendre par vous-même, tapez sur Google, demandez comment ça se passe. Google vous répondra toujours ou vous donnera l'adresse de quelqu'un qui saura. Suite à cette licence, donc pendant cette année de licence, j'ai créé une société avec des amis qui s'appelle le Hub Strasbourg, qui évolue dans le domaine de la modélisation 3D au sens large et principalement impression 3D. Donc on commercialise des imprimantes 3D et du matériel 3D, mais on s'occupe aussi de tous les services qui sont autour. Donc formation, installation, événementiel, impression à la demande, prototypage. Et donc ça c'était pendant mon année d'alternance. Après cette année, l'entreprise avait 6 mois et j'ai décidé d'arrêter mes études pendant 1 an. Donc c'est cette année-là, aujourd'hui, l'année 2015-2016, j'ai décidé d'arrêter mes études pour essayer de développer ça. Mais comme vous le savez, quand on crée une entreprise, il n'y a pas toujours les sous qui arrivent tout de suite. Il a quand même fallu que je trouve un moyen de financer mon train de vie, même s'il n'est pas extraordinaire. Et du coup, j'ai commencé à postuler dans des entreprises. Mais plutôt que de chercher en fonction du poste, j'ai vraiment cherché en fonction de l'entreprise qui m'intéressait. Et ensuite, c'était à moi de mettre en avant mes compétences et de pointer ce que je pouvais apporter. Et du coup, je me suis retrouvée dans une entreprise qui s'appelle Freshmile, une entreprise alsacienne qui est opérateur de charge pour véhicules électriques. Donc, notre métier à nous, ça va être de créer des logiciels qui vont permettre aux gens de se charger simplement. Donc voilà. Ça, c'est mon parcours. Et simplement, pour finir, le mot de la fin, vraiment, n'ayez pas peur de vous ouvrir, de demander comment ça se passe, d'échanger. Si on est tous différents, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Voilà, merci. Merci Armelle. Alors moi, j'aurais bien aimé savoir, là, parmi vous, en fait, quel est votre métier? Si on doit mettre un mot, quel est ce métier-là que vous faites? Armelle, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, voilà, c'est vrai que ça a été précisé. Les métiers du numérique, c'est vraiment large. Ça peut être appliqué à tous les métiers que vous connaissez aujourd'hui. Donc moi, je suis chargée de communication à la base, oui. Mais c'est vrai que j'ai pu étendre mes compétences vraiment au niveau après commercial, au niveau contact, etc. Oui. Voilà. Et c'est un métier que j'aurais pu faire dans le numérique comme dans le physique également. Je vais poser la même question à Lina, on va revenir en arrière parce que c'est important de leur verbaliser ce que c'est. L'intitulé du poste, c'est responsable développement, produits et services innovants. À la CTS. À la CTS. Yann? Je vais dire chef d'entreprise et développeur. Développeur, tu l'avais dit, oui. Élodie? Alors pour faire simple, mon métier c'est plutôt du business développement et c'est vraiment de créer du lien entre les besoins d'entreprise et les compétences de la société de conseil dans laquelle je travaille. Donc c'est vraiment être à l'écoute du client et puis faire le lien entre les besoins et puis les compétences. Donc toi tu fais sans arrêt des liens entre l'entreprise et la clientèle existante et potentielle. C'est ça. C'est créer du lien. Voilà. C'est vraiment créer du lien. Donc c'est du numérique mais c'est créer du lien. Oui, il y a une question là. Oui, bonjour. Donc, du coup, j'avais juste une petite question. Est-ce que quelqu'un ici saurait sur quoi il faudrait s'orienter pour tout ce qui est développement de technique d'appareillage? C'est-à-dire que j'entends par là des pièces électroniques, des... Voilà. Donc plutôt hardware. Il faut peut-être lui laisser le micro parce que je sens qu'on va... Donc tu veux dire du hardware en fait, c'est ça quoi? Et pas du software? Ouais, voilà. C'est ça. La conception au préalable. La conception du matériel qu'on va par la suite utiliser. Donc la Voie Royale, c'est une école d'ingénieurs en fait. Voilà, il n'y a rien de nouveau et rien de secret. Alors il y a plusieurs moyens d'y arriver, surtout aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas encore vrai il y a 10-15 ans. Parce qu'on peut faire tu peux faire une prépa,
C'est une façon d'y arriver. Alors dans le hardware, je sais pas, mais dans le logiciel, en fait, c'est assez courant, par exemple, de faire d'abord un DUT et de rentrer dans une école d'ingénieur en année 2 ou en année 3, en fait. Voilà. Plutôt généraliste, Oui. plutôt ANSIMAG, INSA, ça c'est des bonnes écoles qui amènent vers cette voie en fait. Pardon, ce que je voulais dire, c'est des écoles généralistes de type INSA, NCMAG par exemple, ou à Grenoble, je ne sais plus comment elle s'appelle, très généralistes, qui amènent vraiment vers la fin au métier que toi tu ambitionnes. Et pour tout ce qui est entre guillemets, les meilleures écoles d'ingénierie, il faut de toute façon passer par une prépa. Non, pas Non, forcément. Il y en a qui recrutent au niveau bac. L'INSA en est un exemple. En fait, Strasbourg. Strasbourg D'accord. notamment, mais il y a 8 filières. Après, il va falloir trouver la sienne. Il y en a Oui. il y en a une en mécatronique et en électronique, mais voilà. Donc c'est un des moyens. Après, il y a les CAM aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Hein. D'accord. Oui, alors effectivement, en ce qui concerne, je dirais, le hardware, parce que dans le software c'est très différent, mais dans le hardware, j'ai l'impression que ce sont surtout des écoles qui sont généralistes et qui ont des filières. Donc c'est-à-dire qu'il faut aller un peu gratter la surface pour voir dans une école ou dans le groupe d'écoles qui t'intéresse, est-ce qu'elles ont des filières qui sont collent à très ce projet. dédiées numériques. Par exemple, l'école Télécom Physique à Strasbourg, ils ont une filière IoT, quoi, donc objets connectés. Quoi. Donc c'est Télécom Physique, vu le nom, ça ne va pas dire que c'est numérique, mais à l'intérieur, en fait, ils ont des filières très orientées numériques. Quand je dis très orientées numériques, ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, hein, toutes les écoles ont du numérique en fait dans leur cursus. Après, tu peux en mettre plus ou moins suivant ce que tu veux faire. Quoi. Et on a aussi tendance, en tant que plus ancien, à te recommander de rester un peu généraliste au début, parce que du coup, on se fait des fois une idée de ce qu'on veut. Si on veut se réorienter. Et quand on commence, il vaut mieux rester le plus large possible, ce qu'on disait avant, d'avoir une bonne formation de base. Et puis ensuite, à ce moment-là, tu vois ce que tu peux faire, si ça te plaît, si ça correspond à ce que tu avais imaginé. Et si ce n'est pas le cas, dans le cadre de ta formation, si les 2 premières années sont encore assez tronc commun, même avec déjà des spécialisations, il y a des ponts possibles et tu peux passer de l'une à l'autre beaucoup plus facilement. Alors que si tu t'engouffres dans un cursus qui ne te plaît pas, et on le voit quand on analyse les parcours, hein, en sciences de l'éducation, j'ai un peu travaillé là-dessus, et si on est dans une formation trop spécialisée au démarrage et que ça ne plaît pas, on a tendance à abandonner parce que ce n'est pas tellement facile de sauter, de se réorienter. Donc même la fac, la formation d'ingénieur, les formations scientifiques, qui sont suffisamment généralistes, mais qui en même temps vont te permettre d'aller faire des stages et d'aller voir si le métier que tu imaginais, c'est celui de tes rêves. Oui, d'accord. Ouais. Confronter la réalité Clairement. à ton rêve, et puis après, ça te donnera, c'est peut-être ça, ou ce sera peut-être une autre idée, quoi. Je vous remercie. Il y a d'autres questions dans la salle? C'est peut-être le Juste- moment. juste Oui, pour- vas-y Armel. Juste pour conclure. Enfin, On va pas conclure tout de suite, mais pour conclure cette pour question, amener. n'ayez vraiment pas peur de vous tromper dans votre orientation, parce que tout ce que vous verrez, même si vous n'en avez pas l'impression sur le moment, ça vous servira quoi qu'il arrive. C'est des choses que vous pourrez mobiliser sur d'autres compétences, sur d'autres missions, sur du numérique, alors que ça n'avait pas forcément vocation à être du numérique, et tout va vous servir dans la vie, vraiment. Toute compétence est bonne à prendre. Lina, D'ailleurs, dans les métiers du numérique ou dans l'économie numérique, on dit qu'il faut se tromper 9 fois pour réussir une fois. Donc se tromper, c'est pas se tromper d'orientation, c'est tester, essayer, échouer, se corriger, réessayer et réussir. quelqu'un a quelque chose à rajouter? Élodie, toi tu as fait un parcours quand même un peu plus école de commerce. Est-ce que tu peux peut-être en dire 2 mots par rapport ensuite au secteur où tu es maintenant? Est-ce que tu y fais? Est-ce que c'est possible? Oui, alors il est vrai qu'on parle beaucoup des filières ingénieurs qui proposent des débouchés dans la mécatronique, dans les métiers du numérique. De plus en plus, les écoles de commerce, moi je parle de l'EM Strasbourg parce que j'en sors, mais toutes les écoles de commerce de France maintenant commencent à développer des cursus, soit dans les systèmes d'information, soit dans les métiers du web marketing, de l'e-marketing, des métiers du digital. Et ont même tendance à créer aussi des passerelles entre les filières numériques management et les filières du numérique accès ingénierie. Donc vous pouvez très bien intégrer une école de commerce et poursuivre une spécialisation digitale en école d'ingénieur, selon la ville où vous êtes. C'est notamment le cas à Strasbourg. Soit inversement, intégrer une école d'ingénieur comme l'INSA et ensuite trouver des passerelles en école de management et suivre des cours à l'EM Strasbourg par exemple. Yann ? Je dirais même plus, en fait, effectivement, en tant
en tant que patron, les profils hybrides sont ceux qui sont le plus recherchés et qui du coup, en fait, valent le plus cher hein, sur le marché. Hybride, ça veut dire vous savez à la fois faire du commercial et vous êtes à la fois dans la technologie, vous êtes à la fois développeur et à la fois designer. À chaque fois que vous avez un profil hybride, que vous avez un pied dans deux mondes un peu différents, vous allez être un profil très recherché, vous allez valoir cher sur le marché. Alors valoir cher sur le marché, hein, ça a un certain nombre d'inconvénients. Ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à bouger, hein, parce que comme vous allez être spécialisé, il faut qu'il y ait une certaine que votre profil en fait corresponde à un certain type d'entreprise. Il n'y en a pas forcément à tous les coins de rue. Ça veut dire qu'il faut être prêt, à bouger. Et quand vous avez ce type de profil, ou si vous êtes dans les métiers du numérique d'une manière générale, c'est d'après moi en fait ce qui vous offre aussi le plus d'opportunités, le plus de facilité à changer de vie. Effectivement, on en a parlé avant. Et quand je dis changer de vie, ça veut dire que vous allez pouvoir monter une boîte pendant 3 ans, être freelance pendant 5 ans, être salarié pendant 8 ans, revenir freelance, remonter une boîte. Enfin, quand vous êtes dans les métiers numériques, c'est quelque chose qui est très très facile et qui est même très courant. D'ailleurs, ce qui est la grande mode aujourd'hui, hein, pour les jeunes freelance. Donc pour être freelance, il faut être déjà un peu bon et un peu spécialisé, mais c'est possible d'être jeune freelance. J'en connais beaucoup qui sont sortis d'école d'ingénieurs pour se lancer directement en freelance. Et ce qui leur plaît beaucoup aujourd'hui, hein, c'est comme ils peuvent travailler de n'importe où, c'est qu'ils vont effectivement travailler dans n'importe où dans le monde. Ils vont partir 6 mois en Nouvelle-Zélande, 3 mois en Birmanie, etc. Et travailler en fait à distance avec leurs clients. Et ça, il n'y a vraiment que les métiers numériques où vous pouvez faire ça, quoi. Oui. Moi, Lina. Oui, j'ai juste oublié, dans les cursus, il y a une voie royale aussi, il y a les MOOC, hein, donc ces groupes, ces classes massives de formation organisées autour d'un système qui inverse la classe, qui fait qu'en fait vous travaillez aussi les parties théoriques un peu seul et que vous allez travailler la pratique ou la mise en œuvre à plusieurs et y compris à distance. Et c'est des formations, il y en a maintenant, surtout dans le modèle anglo-saxon, si vous avez une bonne maîtrise de l'anglais et si vous n'en avez pas une, si le numérique vous intéresse, je vous invite à en acquérir une en allant travailler même comme serveur à Londres pendant 3 mois. Ça peut être très intéressant pour juste maîtriser l'anglais et vous amuser un peu aussi. Et du coup, il ne faut pas oublier la partie fun, il faut que ça vous plaise. Il faut le MOOC, oui, ça reste. Toutes les grandes universités américaines en ont une. Hein. Ça a été créé par un professeur émérite d'université. Donc, il n'y a pas que les voies connues. Je ne voulais pas oublier les alternatives qui, en plus, ont l'avantage d'être très peu chères, hein, très peu expensive. Armelle, moi je sais que Armelle, elle cumule donc deux boulots, non? Oui. Si j'ai bien compris. Justement, Et j'aimerais bien que tu en dises 2 mots, parce que 2 boulots, ça ferait quoi? Ça ferait 2 fois 35 heures. Comment elle fait pour travailler 70 heures par semaine? J'aimerais bien, Armelle, que tu en dises 2 mots. Justement, je reviens sur ce qui a été dit avant. Le numérique, effectivement, on peut bouger, on peut faire plein de choses, mais en plus, on peut faire plusieurs choses en même temps. Donc effectivement, moi je travaille pour le Hub, donc la société que j'ai créée qui évolue dans le domaine de l'impression 3D, mais j'arrive en même temps à faire 35 heures par semaine dans une autre société en 3 jours, donc 30 heures en 3 jours et 5 heures flexibles. C'est possible, c'est tout à fait possible, il faut juste avoir envie, être prêt à le faire et savoir que ça nous rapportera quelque chose derrière, ou pas, mais au moins on aura essayé, voilà. Sylvie, moi j'aimerais que tu il y a parmi donc ces 5 personnes, il y en a 1, 2, 3 qui font partie d'une association qui s'appelle Femmes du numérique. Donc Lina en fait partie, Yann il en fait pas partie, c'est pas une femme, Elodie en fait partie et Sylvie en fait partie. Et moi j'aurais quand même aimé que tu dises, Sylvie, 2 mots de Femmes du numérique. Alors pourquoi ça a été créé? D'où ça vient et quelle est la nécessité de ces femmes du numérique? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors moi j'ai un grand attachement
à ce bureau des femmes du numérique parce qu'effectivement, l'action, les objectifs des femmes du numérique, c'est de promouvoir le numérique auprès des femmes parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie pénurie de femmes dans le numérique, peut-être à cause de préjugés, de se dire, bah tiens, tout ce qui est informatique, digital, c'est pas pour les femmes, c'est plutôt pour les hommes. Et moi, j'y suis très attachée puisque forcément, je vous l'ai dit au démarrage, j'ai fait une école d'ingénieur où il n'y avait que 1% de femmes. Et donc, je le redis, c'est vraiment des préjugés, il y a vraiment besoin de tout. Et au contraire, une femme dans le numérique a tendance à mieux réussir qu'un homme, pas parce qu'elle est plus intelligente, c'est pas ça que je veux dire, mais parce que peut-être on a un état d'esprit, un psychisme qui fait qu'on peut mieux s'intégrer. Donc après, je dis pas que les hommes sont à la ramasse, ils sont en retard. Non, c'est de se dire, c'est que non, il y a de la place pour tout le monde et il ne faut pas qu'on continue à être dans ces préjugés. Des femmes dans le numérique, il y en a besoin et au contraire, elles ont tendance par moments à mieux même réussir que les hommes à des postes de direction. Donc voilà pourquoi le Commun des femmes du numérique. Donc nos actions, c'est de faire le tour des lycées, des collèges, pas de prêcher la bonne parole, mais de dire pourquoi c'est bien et de témoigner sur ce que nous, on a fait avec Lina et avec Elodie et de dire, bah, allez-y, il n'y a pas de crainte, nous, on y est allés et c'est bien. Alors, je voudrais juste préciser quelque chose. Hier, j'ai eu la chance d'assister à une magnifique présentation d'un Canadien qui est directeur de recherche et développement dans un grand groupe qui s'appelle Deloitte, qui fait de la veille et qui produit énormément d'infographies et de données sur les marchés du numérique, du mobile, de l'image, du vidéo, des smartphones, de l'Internet des objets et tout ça. Et en fait, j'étais étonnée, il n'a pas parlé longtemps et quasiment un tiers, 25 minutes, 25% de son temps, c'était pour dire qu'il fallait qu'il y ait plus de femmes dans le numérique. Parce qu'il y a des études qui montrent que c'est la diversité et la mixité dans les groupes qui donnent plus de réussite au projet et que les femmes dans le numérique amènent en fait plus d'argent aux entreprises et que les GAFA américains, donc Google, Amazon, Facebook, le troisième c'est lequel déjà, Apple, se sont mis maintenant comme objectif de recruter des femmes parce qu'elles se sont aperçues qu'économiquement c'était plus viable. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur un combat d'arrière-garde, on est sur le même combat que les GAFA. Donc, Elodie, tu fais partie aussi de Femmes du numérique? Oui. Et qu'est-ce que tu y fais, toi, dans Femmes du numérique? Alors, j'ai rejoint Femmes du numérique il y a très peu de temps, même pas une semaine d'ailleurs, ou en fait, si, pile une semaine en fait. Pile une semaine. Voilà. Ça fait 1 an. Sylvie, tu y es depuis 1 an? Depuis un an. D'accord. Elina? Depuis décembre, donc c'est assez récent. Très récent. Mais en fait, je vais laisser Elodie répondre à ce qu'elle fait. Ouais. Ben, en fait, ça fait, donc je le disais, pile une semaine que je suis membre de Femmes du numérique et très vite, j'ai pu m'investir puisque j'étais présente lors de la nuit de l'orientation qui a eu lieu au pôle formation CCI de samedi. Donc vous l'aurez peut-être compris, c'est une association qui est très active, très dynamique, pour la promotion des métiers du numérique auprès des femmes et des jeunes filles. Et ben voilà, à peine embarquée dans l'aventure que déjà j'ai pu m'investir pleinement sur un événement, quoi. Je me retrouve au JU de Strasbourg. En plus, voilà, quelques jours plus tard. Des choses à rajouter? Oui, pour dire que je serai aussi présente tout à l'heure sur le stand de promotion d'égalité. Je fais une petite promotion pour la mission académique égalité qui fait partie du service académique d'information et d'orientation. Et je remercie l'UNISTRA de nous avoir permis d'être là. On a sur le stand de la mission, c'est le numéro 150. On a donc des brochures sur le numérique, sur les femmes du numérique, mais sur le numérique globalement. On a également, Armelle a ramené son imprimante 3D qu'elle utilise pour son entreprise, pour la start-up, le Hub. Et on a des tas d'informations. Dommage, c'est vrai que ce n'est pas très représentatif dans la salle. Est-ce qu'il y a des filles qui sont en recherche où il y a beaucoup de garçons? Oui. Mais bon, bienvenue sur le stand quand même, hein. On fait des bonnes pratiques de mixité, c'est pas un problème. Mais venez quand même voir ce qu'on y fait parce que ça peut être des pistes intéressantes. Et ensuite, vous avez tout le stand d'orientation, vous avez l'ONICEP qui est là, qui peut vous donner ensuite des pistes très très précises pour ensuite le post-bac et sur vos APB à ouvert, là, il n'y a pas très longtemps, et sur vos choix à faire dans la suite. Est-ce que vous avez encore des questions par rapport à ce numérique? Est-ce que vous avez vu que la multitude des métiers, des postes qu'on peut y observer? Oui. Bonjour, Alexandre, donc en BTS profession immobilière. J'aurais juste voulu savoir votre avis par rapport au numérique appliqué à l'immobilier.
Alors, je fais pas mal de veille, donc je peux vous dire que ça va faire partie des domaines qui vont être ubérisés. Et donc, il y a quelques applications qui sont sorties déjà pour fonctionner sur le même système que le match amoureux et appliquer ces méthodes extrêmement maintenant rodées en termes d'application mobile au match immobilier. Donc ça veut dire non seulement qu'il y en a une qui existe, notamment, vous pouvez vous balader avec, et si vous avez mis des critères de recherche d'immobilier, s'il y a une annonce dans le coin où vous êtes, ça vous indique comment y aller, comment contacter l'agent qui l'a, éventuellement lui donner rendez-vous. Enfin, c'est l'application mythique pour l'immobilier sur le téléphone. Donc il y a une ubérisation qui est déjà commencée, amorcée, et ça va très vite, ce genre de mode de plateforme. Donc oui, vous allez être impacté. Si vous ne l'êtes pas déjà, ça va venir. Merci. Ouais, j'ai un client dans l'immobilier, donc je peux en parler un petit peu. Alors déjà, de toute façon, le numérique, il y en a... Forcément, tes annonces, elles sont sur le bon coin, hein, dans l'immobilier, que ce soit du neuf ou de l'ancien. Et donc, tu es obligé déjà, là, aujourd'hui, sans même parler de comment va évoluer le métier, les métiers dans l'immobilier, déjà aujourd'hui, de toute façon, il y a du numérique partout. Voilà. Et donc, la différence entre quelqu'un qui sait, je dirais par exemple, écrire sur le web, c'est un impact fort sur ton métier, par exemple de vendeur dans l'immobilier. Après, il y a toute l'infrastructure, les logiciels évidemment qui sont dédiés à l'immobilier, ça fait encore un point. Après, est-ce que le métier en lui-même va changer? Est-ce qu'il y aura des plateformes comme Uber? J'en sais rien, parce que les réglementations font qu'en France, c'est pas près d'arriver pour le moment. Mais j'imagine que comme dans d'autres secteurs, effectivement, il va y avoir de plus en plus de pression pour que les lois changent, en fait, quoi. Par exemple, il y a un certain nombre de startups qui sont lancées aux États-Unis, comme la plus connue Redfin, qui a maintenant quelques années. C'est possible, en fait, parce qu'elle peut récupérer les données sur les ventes immobilières auprès des personnes assermentées par l'État, dont je me souviens plus le nom, des notaires, auprès des notaires, en fait, alors que c'est pas du tout possible en France. C'est une donnée qui est fermée, en fait. Donc, tant que il y a un cadre réglementaire qu'il va falloir faire évoluer, ou qui devra évoluer si effectivement on veut que le marché se fluidifie, quoi. Oui, j'ai répondu pour la vente, mais pour la location, ça fonctionne déjà pas mal, quoi, hein. Sur la mise en relation, rapidité, critères faciles, localisation sur une carte, à combien de mètres je suis, tout ce qu'il y a autour, voilà. Des choses à rajouter? Oui, Armelle? Après, juste rajouter un mot, au niveau de la conception aussi, le numérique va prendre de plus en plus de place. Moi, je le vois vraiment au niveau de la 3D, donc de l'impression pour les architectes. Ils font de plus en plus de plans directement en 3D sur des logiciels de modélisation. Et ensuite, ils nous demandent de les réimprimer pour que le client se rende mieux compte de la chose, de sa future maison, qu'il puisse la prendre en main. Et après, ça peut être aussi pour des présentations. Par exemple, on a un prisme holographique, et donc ça permet en présentation de pouvoir faire bouger le plan, de rentrer à l'intérieur. Enfin, c'est une autre manière de voir les choses. Toujours la conférence d'hier, Deloitte parlait de l'immersion. Vous connaissez ces casques Oculus, là où vous êtes complètement immergé. Donc, vous connaissez peut-être déjà des visites virtuelles sur Internet avec des photos, des films 360 degrés. Bon, ça va arriver sur votre smartphone. Vous pourrez le mettre dans un casque. C'est pas aussi cher que l'Oculus. C'est des petits casques en carton. Vous mettez le smartphone dedans et vous avez une impression 3D immédiate. Et ça existe déjà et il y en a déjà en démonstration. Des questions encore ? Profitez-en, hein, c'est le moment, parce que là, il y a quand même une variété assez importante de gens qui travaillent dans ces secteurs. Plus personne? Non? Virginie, là, devant. Moi, j'ai une question qui paraît un peu simpliste, mais si vous en avez, quelle est une journée type, en fait? Qu'est-ce que vous faites de vos journées concrètement? Alors, donc moi je me lève relativement tôt quand même. J'essaye d'être opérationnelle à 7h maximum. Donc de 7h à 11h, je vais travailler pour le hub parce que je commence à Freshmile qu'à 11h. Donc je m'occupe principalement de la communication et du commercial. Donc ça va être programmer des posts sur les réseaux sociaux, ça va être faire de la veille, ça va être faire de la prospection, enfin tout ce qu'on peut faire aussi dans les métiers qui ne sont pas numériques, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et après, à 11h, je pars chez Freshmile. J'y suis jusqu'à 22h. Ça, 3 jours par semaine. Et par contre, le lundi, vendredi, samedi et dimanche, c'est uniquement pour le hub. Voilà.
C'est flexible, hein, On est en comme train de horaire, les hein. décourager. Là, j'en vois qui font la tête tout de suite. Lina, tu donnes tes horaires? Non, je dis. Voilà. Elle a pas fini. Ça, c'est une histoire, hein, c'est pas applicable à tout le monde, c'est un exemple. Enfin, tout le monde n'est pas obligé de faire je ne sais combien d'heures par semaine. Si vous y arrivez en faisant moins d'heures, tant mieux pour vous. Si vous arrivez à monter une société, à vous payer tout de suite, enfin, c'est formidable, hein, tant mieux, vraiment. Lina? Alors moi, je me lève aussi assez tôt, 7h moins 20, puisque j'ai un garçon, donc je l'accompagne à l'école et il commence à 8h moins 5. Donc à 7h30, on quitte la maison et donc on fait un petit bout de chemin ensemble. Et puis voilà, et puis après je vais travailler, donc j'ai mes projets, des réunions, un certain nombre de choses. Entre midi et 2, soit j'ai mes activités personnelles, type femme du numérique et autres projets, parce que j'en ai quelques autres, soit je travaille et je déjeune rapidement, et en général je termine en fonction, ça peut être 17h30 comme ça peut être 19h, ça dépend des plannings de charge, et je suis chez moi avec ma famille le reste du temps, et je ne travaille ni le samedi ni le dimanche, parce que je ne suis pas une entrepreneuse, je suis salariée. D'accord. Yann? Alors avant que j'ai un enfant, en fait, j'allais au boulot entre 9h30 et 10h30. Ce qui est un peu la tendance, hein, dans le numérique, en tout cas dans le monde des développeurs, il y a pas, les horaires sont absolument pas fixes. On a encore combien de Parfois, en fait, les boîtes vont peut-être vous demander d'avoir certaines plages fixes, du genre de 10h à midi, de 2h à 4h. Quoi. Et le reste, vous arrangez comme vous voulez. Donc maintenant, je viens plutôt vers 9h30 au boulot. Je code pendant 2 heures. Ensuite, je réponds à mes mails. Ensuite, j'appelle un client. Ensuite, j'appelle mon avocat. Je vais manger vite fait. Ensuite, j'essaie de coder de 2h à 4h. Je réponds à mes mails. Je check mon compte Twitter. Je relance des infos sur Twitter, sur Facebook. Je recode ensuite de 16h30 à 18h30. C'est une bonne période pour moi, là, en fait, où je peux être très très productif. Ensuite, suivant les jours, de 19h à 20h30, je vais à une conférence ou un événement ou un truc comme ça. En fait, pour autant m'aérer l'esprit qu'apprendre des nouvelles choses, en fait, quoi. Élodie? Alors moi, je ne vais pas vous décrire ma journée type parce que j'en ai pas, en fait, outre mon travail qui est passionnant. Je suis aussi très investie dans une association qui s'appelle Alsace Digital, tout comme Yann d'ailleurs. Et je donne aussi des cours à l'EM Strasbourg, donc j'ai pas mal d'activités. Par contre, je voudrais approfondir ce qu'a commencé à dire Armel et ce que les autres ont confirmé. J'ai vu des regards effarés dans la salle quand Armel a décrit sa journée de travail. Il faut juste comprendre que quand on travaille dans le numérique en général, on est passionné par ce qu'on fait, et quand on est passionné, on est capable de décupler une énergie qui est énorme, qui est très intense, et de ce fait-là, on s'épanouit dans ce qu'on fait parce qu'on apprend, parce qu'on rencontre du monde, parce qu'on arrive à rendre aussi ce qu'on a appris, et puis à échanger, à s'enrichir humainement, et de ce fait-là, on ne voit pas les heures passer, ni les semaines, ni d'ailleurs les mois, et c'est un petit peu ce qui m'arrive, et ce qui arrive, je pense, aux autres aussi. Et n'ayez pas peur justement de vous investir, d'être passionné et puis de consacrer du temps et de l'énergie à ce que vous faites à partir du moment où ça vous plaît, où vous aimez ce que vous faites et que vous faites ce que vous aimez. Et Sylvie? Moi, au contraire, je ne suis pas une lève-tôt du tout, mais au contraire, je suis une lève-tard et je finis plutôt mes journées assez tard. Donc moi, mes journées, elles sont entrecoupées de 3 thèmes, en fait. Le management, l'opérationnel et le projet. Donc le management, c'est accompagner mes équipes sur leurs projets, sur les sujets que moi, je leur ai confiés et vérifier que tout va bien pour elles et aussi les faire progresser en compétences. C'est l'opérationnel, c'est traiter des petits sujets, du service après-vente, comme on dit, hein, c'est les petites anomalies du quotidien pour les agences, sur Internet ou ailleurs. Et enfin, il y a le mode projet, en termes de proactivité, qu'est-ce que je peux créer comme projet pour que ma direction puisse m'accompagner et dire qu'on est innovant. Donc ma journée, elle est pas mal entrecoupée de réunions, je m'assois à mon poste, je traite mes mails, puis je repars en réunion, puis je reviens, je retraite mes mails. Et ma journée se finit plutôt tard, puisque vu que j'arrive tard. Mais du coup, c'est ce que disait tout le monde, quand on est passionné, on est dedans. Et je rejoins tout le monde en disant, l'important c'est le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir dans ce qu'on fait, qu'on fasse du numérique, du médical ou n'importe quoi d'autre, de toute façon, ça ne sert à rien. Eh bien, vous avez entendu une journée type de nos 5 intervenants et intervenantes. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Plus personne? Lina, Armel, vas-y. Je voulais juste rajouter quelque chose. Effectivement, ça peut vous sembler bizarre, nos horaires flexibles et qu'on n'ait pas de journée type. Mais il faut savoir que votre génération, je pense que vous allez être de plus en plus amenés à travailler vraiment à la mission. Donc on va vous donner une mission, on va vous rémunérer pour cette mission, mais vous ne saurez pas forcément
vous aurez une échéance forcément, mais vous ne saurez pas exactement combien d'heures ça va vous prendre, quand est-ce que vous allez pouvoir y consacrer du temps, etc. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Voilà. Lina ? Alors, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que en fait, vous êtes tous compétents dans le numérique aujourd'hui, j'imagine, puisque vous avez un compte Facebook à minima, et certainement Snapchat et je ne sais quoi d'autre, puisque c'est des applications que moi je n'utilise pas, mais WhatsApp et Instagram et blablabla. Et donc, en fait, tout ce que vous savez déjà, que vous utilisez dans votre vie de tous les jours, n'hésitez pas à essayer de voir comment aussi vous pouvez le transposer au service de l'orientation que vous choisirez. Parce qu'aujourd'hui, le réseau social, c'est pas que virtuel. Et Elodie disait, il y a Alsace Digital, il y a des réunions le soir ou des choses comme ça. Il y a des tas d'événements. C'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Strasbourg est une ville très dynamique. Et moi, je me limite à 2 événements par semaine le soir, mais il y en a 5 par semaine minimum. Donc, il ne faut pas non plus trop se disperser. Mais toujours est-il que vous avez des compétences dans les réseaux sociaux. Vous savez pas que vous les avez pas forcément identifiées comme une compétence professionnelle, mais c'en est déjà une. Donc aussi, pensez-y quand vous allez vous orienter et à la valoriser dans vos CV, parce que ce que vous savez faire sur Facebook, si vous avez monté des groupes, si vous avez réuni des discussions, organisé des événements, eh bien, vous êtes déjà communicant 3.0, 2.0, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, valorisez ce que vous avez. Je suis sûre que vous en avez déjà de ces compétences-là numériques et que vous ne les avez pas identifiées comme numériques. Merci. Juste Armelle. encore un petit mot. Oui. Effectivement, ces compétences dans les réseaux sociaux peuvent vous servir au niveau de l'orientation, mais ça peut aussi vous servir au niveau de l'éducation à proprement parler. Enfin, on s'est tous déjà dit, après avoir lu quelque chose sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, effectivement Instagram, Facebook ou autre, ah bah tiens, je me coucherai moins bête ce soir. Et pourtant, on ne l'avait pas cherché. Alors imaginez si vous cherchez à apprendre quelque chose sur les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez y trouver. C'est une mine d'or d'éducation, vraiment. Voilà. Merci. Il n'y a plus rien à rajouter à tous les 5. Écoutez, avant qu'on se quitte, moi j'avais envie de me faire un petit plaisir là. Vous utilisez des Mac, vous savez ce que c'est Apple. Vous savez qui était le fondateur de Apple? Quelqu'un sait? Quelqu'une? Steve Jobs, il est mort en 2011. Hein, et vous savez ce qu'il a dit en 2005? Je vais vous le dire parce que je trouve que c'est bien de terminer la séance sur ça. Steve Jobs, il a fait en 2005 un speech à l'université de Stanford devant un parterre donc d'étudiantes et d'étudiants. Et il leur a dit sur la question des choix, des choix de vie, des choix professionnels, il leur a dit la chose suivante. Eh bien, votre temps est limité. Ne le perdez pas en vivant selon les préceptes des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions noyer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition, car eux, étonnamment, savent mieux que vous ce que vous voulez vraiment devenir. Le reste, c'est secondaire. Soyez insatiables et soyez fous. Merci, Steve Jobs. Merci en tout cas.